Dans le laboratoire 11B, nous allons utiliser une DEL RVB. Donc, DEL, c'est l'acronyme de diode électroluminescente. Vous avez sûrement déjà entendu l'acronyme anglais de LED, ou parfois on va dire LED. Et donc, la DEL RVB, sa caractéristique, c'est plutôt que de n'afficher qu'une seule couleur, ben, on va pouvoir la contrôler pour afficher une variété de couleurs. Dans les faits, c'est trois DEL combinées en une rouge, une verte et une bleue. Et en contrôlant l'intensité de chacune, ben, on va être capable de produire une vaste gamme de couleurs. Donc, comme pour les laboratoires précédents, on va utiliser Johnny 5 pour contrôler la DEL à partir de JavaScript. La DEL elle-même, elle a l'air de ça, ou quelque chose de similaire. Des fois, les pièces changent un petit peu au niveau physique. Et comme vous pouvez le voir, il y a sur la petite mini-carte, 4 fiches ou 4 pattes. Vous aurez compris qu'il y a rouge, vert, bleu et la mise à la terre ou le ground, comme on avait sur les composants précédents. Donc, dans les faits, on comprend qu'on va contrôler notre DEL RVB de la même façon qu'on contrôlerait trois DEL indépendantes en assignant une intensité de rouge, de vert et de bleu. Et évidemment, comme pour les autres DEL, ben, on a besoin d'une mise à la terre, on a besoin d'un ground. Donc, c'est ce qui explique pourquoi on a 4 connexions. Donc, pour débuter le lab, je vous invite à télécharger le matériel de départ que vous allez trouver sur Moodle. Le lien est dans la description si vous en avez besoin. Et à décompresser le dossier zip qui sera téléchargé et à l'ouvrir dans votre éditeur préféré. Dans mon cas, ce sera WebStorm. Donc, en ouvrant le fichier, ou en fait en ouvrant le dossier, on se retrouve avec le contenu suivant. Donc, dans votre cas, vous n'aurez pas NWJS version Mac et version Windows. Je vous invite à télécharger ou copier d'un ancien projet la version appropriée à votre système et à configurer à l'aide des petites configurations ici l'exécutable ou l'application que vous voulez lancer. Je remarque que j'ai oublié de le nommer ici. Je vais en profiter pour renommer celle-là qui est la version Windows. Donc ça, je n'en reparle pas. C'est essentiellement ce qu'on a déjà fait dans les labs précédents. Voilà. Donc, hormis ces deux dossiers-là qui ne sont pas dans le projet, il manque aussi nos modules. Et comme je vous l'avais expliqué dans le laboratoire 11A, quand on ouvre un projet dans lequel il y a déjà des modules définis comme dépendances, ben WebStorm va nous offrir de les installer automatiquement. Donc, il nous offre d'exécuter en gros la commande npm install. Et la commande npm install, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va voir dans le fichier package.json du projet, elle regarde dans la propriété dependencies et elle installe les modules qui sont nécessaires pour faire fonctionner le projet. Donc, dans notre cas, il y en a 3 et on en a déjà parlé dans les laboratoires précédents. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on, tout simplement, on exécute la commande npm install et ce qui va se produire, c'est qu'on va voir apparaître ici, dans notre projet, un dossier Node Modules qui contiendra les dépendances. Donc, allez-y, cliquez sur npm install. Si vous n'êtes pas dans WebStorm, vous pouvez aussi ouvrir un terminal et à la racine du projet, donc dans le dossier du projet, tapez npm espace install. Voilà. Donc, comme je vous le disais, on a vu apparaître un dossier Node Modules et dans ce dossier-là, il y a toute une série de modules. Les modules que nous avons nous-mêmes réclamés sont en bleu, donc Chromap Serial Port, Fermata IO et Johnny 5. Et les autres, ce sont des modules qui sont eux-mêmes nécessaires pour faire fonctionner les 3 modules dont on vient de parler. Donc jusqu'à là, tout va bien. Maintenant, nous avons nos modules.
Si on fait un petit tour du code, recommençons par la page HTML. Donc, vous allez trouver dans la page HTML un lien vers Create.js qui est déjà présent dans le dossier bibliothèque, un lien vers Quick Settings qu'on a utilisé aussi dans les laboratoires précédents qui nous permet de paramétrer facilement en direct certains éléments de notre projet. Donc celui-là aussi se trouve dans la bibliothèque. Et un lien vers le fichier index.js qui démarrera notre projet. Ce fichier-là utilise les modules, donc son type est module. Le fichier en question se trouve ici, donc il a déjà été créé pour vous. Et le fichier va importer un autre fichier qui s'appelle application.js. J'ai volontairement choisi un nom générique que vous pourrez réutiliser en guise de gabarit pour d'autres projets. Et on va instancier cette chose-là, tout simplement. Évidemment, on doit avoir le fichier application. Donc, juste à côté, dans le dossier script, on a un fichier application.js. Et le fichier application.js va contenir essentiellement le gabarit de base qui pourra vous aider à démarrer de nouveaux projets par la suite. Donc, à cette étape-ci, vous pouvez faire une copie du dossier et vous pourrez garder ce projet-là comme gabarit de départ pour, par exemple, votre travail final. Je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous que ça agace. Évidemment, quand on redémarre un projet, on doit l'ajuster. Je parle évidemment de ces petites lignes ondulées en dessous de certains mots. Donc, on l'a ici en dessous de require, on l'a ici en dessous de NW. Donc, la raison de ça, c'est que WebStorm ne reconnaît pas ces éléments-là et qu'il faut lui dire qu'on va utiliser certaines bibliothèques ou certains outils JavaScript dans le projet. Donc, faisons-le rapidement. Dans les préférences, vous allez dans la section Language and Frameworks, section JavaScript, et Item Libraries, et on va cocher, si vous l'avez déjà installé, ou télécharger en pesant sur Download, Create.js, qu'on utilise, Johnny5, qu'on utilise aussi, et nw.js. En faisant ça, vous voyez que les erreurs, ou en tout cas ce que WebStorm ne comprenait pas, sont disparues. Si je regarde rapidement dans le reste du code, ça semble bon aussi. Je passe rapidement sur le code qui est déjà créé parce que essentiellement, c'est des choses qu'on a fait dans les laboratoires précédents, mais en guise de révision, repassons rapidement. Donc, quand on instancie la classe application, le constructeur est appelé. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? On affiche les outils de développement. C'est commode de les avoir au début. En cours de route, des fois, on va vouloir les fermer. On a jusqu'à le mettre en commentaire, mais souvent au début, c'est commode. Ensuite, premièrement, on appelle la méthode préchargée. Donc, la méthode préchargée, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle va charger le manifeste de Create.js. Donc, ça présume que dans le dossier ressources, vous ayez un fichier manifeste. Pour l'instant, il est vide, mais évidemment, ce sera à vous d'ajouter les éléments que vous voulez utiliser dans votre projet. Un fichier manifeste vide de cette façon-là, c'est un fichier valide, c'est-à-dire qu'il y a bel et bien une propriété manifeste qui contient un tableau. Le tableau est vide, mais ça demeure valide. Donc, il n'y aura rien à charger spécifiquement, mais le script va fonctionner quand même. Ensuite, quand le chargement est terminé, donc la promesse va être résolue. Quand la promesse est résolue, on appelle ensuite initialiser create.js. La méthode initialiser create.js, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle va tout simplement récupérer une référence au canevas. On le place dans une propriété de notre objet. On redimensionne le canevas pour qu'il prenne la pleine grandeur de la fenêtre. On crée un stage, on crée un ticker. Ben, en fait, on ne crée pas un ticker, mais on ajoute un écouteur sur le ticker pour mettre à jour le stage. Et évidemment, quand on crée le stage, ben, il faut passer le canevas sur lequel on souhaite que le stage soit dessiné. Et je vous suggère fortement aussi de passer comme deuxième paramètre
anti-alias, en fait un objet qui contient la propriété anti-alias et dont la valeur est à true pour que l'anti-crénelage soit activé. Ensuite, si je reviens dans ma séquence, donc après initialiser create.js, on va identifier le port Arduino qu'on voudrait utiliser. Donc pour faire ça, on va voir dans l'objet serial port la liste de tous les ports série identifiés. On regarde s'il y en a un qui est nommé, dont le nom en fait commence par Arduino. S'il y en a un qui est retrouvé, on va retourner sa propriété path, donc qui est le chemin vers le port en question. Donc sur Windows comme 1, 2, 3, 4. Sur Mac, un chemin qui commence par une barre oblique. Et si aucun appareil est trouvé, puis ça je l'ai rajouté, c'est une nouveauté cette semaine. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rejeter la promesse en disant « Aucun appareil n'a été trouvé ». Parce qu'il se pourrait que vous démarriez le code par accident sans avoir branché votre Arduino. Et dans ce cas-là, ça serait intéressant d'avoir une information sur ce qui vient de se passer. Une fois que le port a été identifié, on va initialiser Johnny5. Donc, Johnny5 va recevoir le port qui a été retourné par la promesse précédente et on va créer notre carte en utilisant le port repéré. Et pour faire ça, on va se créer un objet Firmata qui est l'objet qui nous permet de parler au sketch Firmata qui a été installé sur la carte. Donc évidemment, pour que le lab d'aujourd'hui fonctionne, vous devez avoir installé Firmata sur la carte. Si vous l'avez fait dans les labs précédents, ben, il n'y a rien à faire. Le sketch sera toujours présent et continuera de fonctionner. Quand la carte est prête, la promesse est résolue et donc on est prêt à passer à la suite, qui est la méthode démarrer. La méthode démarrer, essentiellement, ben, ce sera là qu'on mettra l'entièreté de notre code, mais pour l'instant, elle affiche un petit message démarrage et ça nous permet de valider que tout fonctionne correctement. Donc, je vous invite à tout simplement, avant qu'on fasse quoi que ce soit, tester que tout fonctionne bel et bien. Donc, dans mon cas, je vais y aller avec ma configuration Mac et je démarre. Évidemment, pour que tout fonctionne, vous devrez avoir votre Arduino de branché. Il faudra que sur l'Arduino, vous ayez installé le Sketch Standard Firmata Plus, comme on a fait dans les laboratoires précédents. Mais essentiellement, vous devriez arriver sur un fond noir. Et si on regarde la console, on devrait avoir toutes les étapes qui s'affichent. Donc, préchargement, initialisation de CreateJS, identification du port, initialisation de Johnny5 et ensuite démarrage. Si vous avez ça, ben, vous êtes prêt à commencer. Si vous n'avez pas ça, consultez les erreurs. Assurez-vous donc d'avoir branché votre carte Arduino. Assurez-vous d'avoir installé le sketch. Et dans certains cas, ça peut être intéressant de regarder plus que l'inspecteur qui est ici, mais allez voir l'inspecteur sur ce qu'il appelle la page d'arrière-plan, dans le fond, qui est l'environnement NWJS qui va accueillir le code Node. C'est un peu technique. C'est assez rare qu'on ait besoin d'aller là, mais si jamais il y a un problème, il se pourrait que vous ayez une erreur ici. Donc, les petits avertissements en jaune, on n'a pas trop à s'en préoccuper. Mais si vous avez quelque chose en rouge, ben là, il faudra peut-être regarder attentivement parce qu'il y aura certainement un problème. Généralement, on affiche l'inspecteur normal, mais si vous avez des problèmes, vous pouvez aller voir donc l'inspecteur de la page d'arrière-plan. Comme dans notre cas, tout s'affiche correctement, on va pouvoir continuer. En fait, on va pouvoir commencer, je devrais dire, parce qu'on n'a pas fait beaucoup de chemin jusqu'à maintenant. Juste avant de démarrer, je vous mentionne qu'il y a dans le dossier ressources une image dont on aura besoin tantôt. Et pour le reste, tout est prêt. Alors, ce qu'on veut faire, c'est utiliser notre LED RGB. Et évidemment, pour faire ça, ben, on va devoir la brancher. Donc, avant même qu'on commence à écrire le code, je vais vous inviter à réaliser le branchement de la LED
qui a l'air de la chose suivante. Donc, pour réaliser le branchement, vous aurez besoin évidemment de votre petit module de DEL RVB. Vous aurez besoin de fils. Donc, dans ce cas-ci, il s'agit de fils avec un côté mâle et l'autre côté femelle. Et je vous encourage à prendre les fils qui correspondent aux couleurs qu'on va utiliser, c'est-à-dire noir pour le ground, rouge pour le rouge, bleu et vert pour les couleurs respectives. Vous avez remarqué que mes fils sont détachés les uns des autres. Dans votre kit, ils sont tous collés les uns aux autres. Dans certains cas, ça peut être intéressant de les laisser coller, mais je vous dirais que ça devient rapidement plus pratique de les décoller. Donc, vous pouvez tout simplement tirer sur le fil pour le décoller et il n'y aura pas de problème. Donc, on réalise le branchement. Vous aurez peut-être, comme moi, besoin de vos lunettes. Si vous avez des bons yeux, tant mieux. Mais sur les 4 bornes, il y a un petit identifiant. Donc, la borne de gauche, quand on tient le module comme je le fais actuellement, c'est le ground. Donc, il est identifié par le symbole moins, par opposition à plus, où généralement on a le courant. Et ensuite, il y a des bornes pour le rouge, le vert et le bleu, identifiés par les lettres R, G et B, donc red, green, blue en anglais. Donc, commençons par le noir. Et faites la même chose pour les 3 autres couleurs. Donc, à cette étape-ci, vous avez 4 fils de branchés et la couleur des fils correspond à la couleur qui est identifiée sur la carte. Et le noir, lui, est réservé par convention au ground ou à la mise à la terre. De l'autre côté, donc vous allez prendre les pointes mâles et vous allez les insérer respectivement dans le ground pour le noir et dans les entrées 9, 10 et 11 pour les couleurs rouge, vert et bleu. Voilà. Donc faites attention, c'est assez facile de se tromper de borne. Les bornes sont elles-mêmes assez petites. Si vous avez, comme je le disais tantôt, besoin de lunettes ou si votre vue est moins bonne, ben faites attention parce que c'est dommage après de perdre beaucoup de temps sur le code quand le problème, c'est tout simplement un problème de branchement. Donc le noir sur la borne GND au ground, le rouge sur la borne 9, le vert sur la borne 10 et le bleu sur la borne 11. Une petite chose à remarquer, ces bornes-là, encore une fois, n'ont pas été choisies au hasard. Ce sont toutes les 3 des bornes PWM. On en a déjà parlé. Donc, elles seront utilisées comme sortie et elles seront utilisées pour simuler un courant variable, même si dans les faits, ce sont des bornes binaires. Voilà. Donc, on peut maintenant démarrer le code. Et vous allez voir que c'est, ma foi, relativement simple. Donc, dans la fonction démarrer, on va tout d'abord se créer une variable DEL dans laquelle on va placer un nouvel objet, new. Et là, comme on travaille avec Johnny 5, on est dans l'espace de nommage 5, le namespace 5. Et l'objet en question s'appelle LED.
Par contre, l'objet LED, c'est bon pour une seule LED. Mais il y a, à l'intérieur de celui-là, un autre objet qui s'appelle lui-même RGB. Et c'est dans les faits cet objet-là qu'on va utiliser. Donc, c'est bel et bien une LED, mais c'est une LED particulière qui est de type RGB. Et c'est de la façon dont on va pouvoir l'identifier dans Johnny 5. D'ailleurs, si on va voir sur le site de Johnny 5 et que vous allez, là quand je dis sur le site, je parle de la section API du site, vous allez avoir une sous-section LED dans laquelle on reconnaît le genre de LED qu'on a utilisé jusqu'à maintenant. Mais vous avez aussi en dessous des sous-sections plus spécifiques. Donc, par exemple, si vous vouliez utiliser des affichages d'ailes numériques ou si vous vouliez utiliser une matrice d'ailes, ben, vous pourriez utiliser des objets un peu plus spécifiques. Dans notre cas, l'objet plus spécifique, c'est celui-ci. Donc, c'est la version RGB de la LED traditionnelle. Et donc, à cet endroit-ci, vous avez des exemples de branchements. Et, dépendamment de la configuration que vous voulez utiliser, peut-être avec des contrôleurs entre les deux. Dans notre cas, c'est très simple. Ça ressemble un peu au branchement le plus simple. Ce qu'il faut peut-être retenir seulement, c'est que notre LED, c'est une LED à cathode et non pas à anode. Donc, il existe deux types de LED. Si vous aviez une LED de type anode, ben, vous pourriez utiliser ce paramètre-là pour l'identifier. Dans notre cas, ce n'est pas le cas. Donc, on va utiliser les paramètres par défaut. Et le branchement est, ma foi, assez simple. Donc, il y a différentes façons de créer notre objet LED. Vous avez des exemples ici. Donc, on peut, comme on a fait, dire new5.led.rgb. Et dans les parenthèses, on peut passer un objet qui contient une propriété pin, qui contient un objet qui lui-même contient des propriétés red, green et blue avec le numéro de chacune des bornes. C'est une syntaxe, disons, qui est un peu lourde, mais on peut utiliser une abréviation de tout ça qui est celle-là ici, c'est-à-dire de passer un tableau rouge, vert, bleu. Donc un tableau à 3 positions qui identifie les bornes où sont branchés le rouge, le vert et le bleu. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc dans notre cas, un tableau, on a dit tantôt que le rouge était branché sur la borne 10, le vert sur la borne 11 et le bleu, le rouge sur la borne 9, le vert sur la borne 10 et le bleu sur la borne 11. Voilà. Donc, notre DEL est maintenant créé. Petit malheur, on a le trait souligné qui semble indiquer qu'il y a une erreur dans la façon dont on a saisi les informations. Le malheur ici, c'est que la définition qu'on a utilisée tantôt, qu'on est venu placer dans les préférences, c'est-à-dire les types qu'on a identifiés pour Johnny 5 à cet endroit-ci, ben, ces types-là utilisent la méthode classique, c'est-à-dire cette méthode plus longue-là de créer l'objet. Et donc, quand on lui passe tout simplement un tableau ou la méthode raccourcie, il pense qu'il y a une erreur. Rassurez-vous, il n'y en a pas, mais c'est juste dommage parce qu'on va avoir ce petit trait ondulé-là qui est toujours un peu agaçant. Ensuite, ce que je vous propose, c'est qu'on utilise un petit panneau de contrôle, comme on a fait dans les laboratoires précédents, qu'on va créer à l'aide de Quick Settings. Donc, pour y avoir accès de partout, je vais placer le panneau de contrôle dans une propriété paramètre. Et si vous vous souvenez, la façon de créer un nouveau panneau, c'était d'utiliser quicksettings.create. Le premier paramètre, c'est-à-dire c'est la position en X, le deuxième, la position en Y. Vous pouvez mettre les chiffres que vous voulez, essentiellement, que vous voulez. Et le troisième, c'est le nom du panneau de contrôle, que je vais appeler tout simplement paramètre. Donc, en faisant ça, on se retrouve avec un petit paramètre, un petit panneau, c'est-à-dire, la raison pour laquelle on crée ça, c'est qu'on va utiliser le panneau pour contrôler la couleur et l'intensité de ce qui s'affiche sur la LED. Donc, pour faire ça, notre panneau, ben, on va lui ajouter
des contrôles. Comme on a fait la dernière fois, un de ceux qui est particulièrement intéressant s'appelle Add Range. Maintenant, on peut repartir avec notre panneau et ajouter Add Range. Et Add Range, il y a plusieurs paramètres. Il faut aller voir dans la documentation pour voir de quoi il s'agit, mais c'est relativement facile. Donc, si on va voir dans Quick Settings, c'est le premier ici, donc par bit 101. Et si vous allez voir dans la documentation, vous avez ici tous les types de contrôles qu'on peut ajouter. Donc, nous, on est dans le Add Range. Alors, le premier paramètre, c'est le nom, c'est le titre de l'élément, sa valeur minimum, sa valeur maximum, sa valeur actuelle, l'incrément, donc quand on déplace de combien on augmente à la fois, et éventuellement une fonction qui va être appliquée à chaque fois que la valeur change. Donc, c'est de ça dont il est question. Alors, je reviens ici. On a dit que le premier paramètre, c'était le nom. Donc, je vais appeler celui-là intensité parce qu'il va nous permettre de contrôler l'intensité de la lumière. L'intensité pour les del RVB, elle se mesure comment? On pourrait penser que c'est un chiffre entre 0 et 1, c'est souvent le cas, mais est-ce que c'est bel et bien ça? Il y a juste une seule façon de savoir, c'est de retourner dans la documentation de l'objet et de venir voir ici comment est-ce qu'on peut assigner l'intensité. Donc, je vais venir voir dans la section API, parce que c'est là qu'on retrouve toutes les fonctionnalités de l'objet. Et je vois des choses comme on et off pour pouvoir l'allumer, l'éteindre, une fonction color, donc on va certainement se servir de ça tantôt pour assigner la couleur qu'on souhaite avoir. Et une petite fonction, une méthode, intensity. Donc je présume que c'est de celle-là dont on aura besoin pour l'intensité. Maintenant, quel genre de chiffre est-ce qu'on doit passer? Donc la valeur ici, ma foi, c'est pas très clair selon la documentation, mais on voit dans l'exemple que ça semble être un pourcentage. Donc, ici, on nous dit 30% d'intensité quand on met le chiffre 30. Donc, ce que je comprends, c'est que la valeur, ce sera un pourcentage. Donc, ce n'est pas un chiffre entre 0 et 1, c'est un chiffre entre 0 et 100. Donc, on revient dans le code. On a dit que le premier chiffre, c'était le minimum. Donc, le minimum, ça peut être 0. Le maximum, comme c'est sur 100, ce sera 100. La valeur avec laquelle on veut démarrer, je vais mettre ça à 15%. La valeur d'incrément, donc quand je déplace le curseur de combien j'augmente à chaque fois ou à chaque pas, si on veut, donc on va mettre 1% d'augmentation. Et, puis là, c'est la clé, le dernier paramètre, c'est une fonction. C'est une fonction de rappel, un callback, qui est exécuté lorsque la valeur d'intensité change. Donc, c'est parfait pour ce qu'on veut faire. Cette fonction-là, elle reçoit la valeur en paramètre, et donc on va assigner cette valeur-là à l'intensité de notre del. Vous savez maintenant que j'apprécie beaucoup les fonctions fléchées, donc on va y aller avec une fonction fléchée. On a dit que la fonction fléchée recevait un paramètre. On va l'appeler valeur, puisque c'est la valeur du contrôle qui est retournée. Et cette fonction-là, qu'est-ce qu'on veut qu'elle fasse? Bien, essentiellement, c'est ce qu'on a vu tantôt. On veut qu'elle utilise la fonction intensity pour changer l'intensité. Donc, pour faire ça, tout ce qu'on a à faire, c'est del.intensity et on lui passe la valeur. Si vous êtes encore un petit peu rouillé au niveau des fonctions fléchées, vous pouvez utiliser une fonction traditionnelle. Dans ce cas-là, elle aura l'air de ceci. Function, avec la valeur qui est reçue. Évidemment, on enlève la flèche. Les accolades. Et voilà. Donc, ça, c'est l'équivalent en version traditionnelle de la fonction, de ce qu'on a fait tantôt en fonction fléchée. Si je refais le chemin à l'envers, la fonction fléchée, on n'a pas besoin du mot-clé function. On le remplace par la flèche entre le paramètre et les accolades. Et quand la fonction ne contient qu'une seule ligne, ben, on peut enlever les accolades
et ramener tout ça sur la même ligne. Voilà. Donc, on revient où on était tantôt. Quand il y a un seul paramètre, on peut même enlever les parenthèses ici. Et ça nous donne quelque chose de très court et visuellement facile à comprendre. Maintenant, j'aimerais aussi qu'on ait un contrôle pour la couleur. Donc, on va pouvoir contrôler l'intensité, mais on aimerait pouvoir contrôler la couleur aussi, puisque c'est RVB et qu'on peut avoir la couleur qu'on veut. Donc, on va dupliquer cette ligne-là et je vais utiliser encore une fois AddRange. Est-ce que c'est AddRange? Non, dans le fond, on a un contrôle qui est encore mieux que ça. Fait que je vais enlever tout ça. On va utiliser AddColor. Donc, AddColor, si on revient sur le site de Quick Settings, ça a l'air de cette chose-là ici. Donc là, c'est juste un carré rouge. Mais quand on clique dessus, ça nous permet d'avoir une petite pipette et une gamme de couleurs parmi lesquelles on peut choisir. Donc ça, c'est l'objet AddColor. Et si on revient ici, ben, il y a 3 paramètres. Le titre, la couleur de départ, j'imagine, et la fonction exécutée quand il y a un changement dans la valeur. Donc, dans notre cas, le titre, ce sera couleur ou le nom de la section. En fait, ça, c'est ce qui est affiché dans le panneau. Le deuxième paramètre, c'est la couleur de départ. On va la mettre en blanc, donc allumée à pleine capacité. Donc, le rouge, le vert et le bleu sont au maximum. Et les 3 combinés vont nous donner du blanc. Et le dernier, c'est un peu le même principe. C'est une fonction, donc un callback, qui nous permet d'exécuter quelque chose lorsque la valeur change. Donc, comment je fais pour changer la couleur? Bien, on l'a vu passer tantôt rapidement. Quelque part ici, voilà. Donc, notre objet del, il a une méthode color et il suffit de lui passer la valeur qu'on veut avoir. Comment est-ce qu'on spécifie la couleur? Bien, vous avez plusieurs spécifications qui sont acceptées. Donc, ça peut être le code hexadécimal, comme on vient de faire, mais ça pourrait être aussi, par exemple, un objet qui contient des propriétés rouge, vert et bleu, ou un tableau à 3 entrées, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de flexibilité qui est possible là, au niveau de la façon de spécifier les couleurs. Mais dans notre cas, on va utiliser le code hexadécimal, ce sera parfait. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Ben, la même fonction que le AddRange, le AddColor possède donc un callback, une fonction qui est d'exécuter lorsque la valeur change, et ce callback-là reçoit en paramètre la valeur de la nouvelle couleur qui a été choisie. Et nous, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'utiliser la méthode color qu'on vient juste de voir et de lui passer la valeur en paramètre. Voilà. Maintenant, je l'ai fait sur 3 lignes. Il y a un petit détail qui est intéressant avec quicksettings.create, c'est que ça retourne, évidemment, le panneau de contrôle. Donc, nous, on l'a mis dans l'objet paramètre, mais on peut s'épargner un peu de redondance parce que si cette chose-là retourne le panneau de contrôle et qu'on peut exécuter la méthode addRange sur le panneau de contrôle, ben, on peut s'épargner le code qui est ici. Donc, je peux enlever tout ça et l'exécuter directement à la suite. Là, évidemment, vous allez me dire, mais ça n'a aucun sens, la ligne est trop longue. Oui, effectivement, mais souvent, ce qu'on va faire, c'est de le mettre en dessous comme ça. Un peu comme on a fait avec les différentes opérations de Tween.js. Et la méthode addRange, elle aussi retourne le panneau avec lequel on a travaillé. Donc, on peut continuer la chaîne de cette façon-là et ajouter autant de contrôles qu'on veut d'un seul coup. Donc, la seule chose qu'il faut comprendre, c'est que Quick Settings, ça retourne le panneau. Le panneau possède la méthode addRange, donc on peut l'appeler directement. Mais addRange aussi, quand il est terminé, retourne le panneau. Donc, cette chose-là, ici, retourne le panneau. Donc, je peux, à partir de là, appeler une autre méthode du panneau et ainsi de suite. Voilà. Maintenant, on n'a rien fait avec les valeurs encore. Donc, évidemment, l'intérêt, ça serait d'assigner au moins au départ les valeurs par défaut de ce qui est dans le panneau à notre LED pour qu'on puisse voir si elles fonctionnent.
Puis après ça, on verra si, en déplaçant les valeurs du panneau de contrôle, si les valeurs changent. Donc, pour assigner les valeurs par défaut, ben, on va tout simplement réutiliser del.color pour aller assigner la couleur. Maintenant, la question, c'est comment je fais pour aller récupérer une valeur qui est dans le panneau de contrôle. Et pour faire ça, ben, c'est relativement simple. Vous allez utiliser donc, le panneau, point, get, value. Donc, donne-moi la valeur de, et en lui spécifiant la valeur de quoi. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, couleur. Et le mot qui est ici correspond au mot qui est là, tout simplement. Donc, j'assigne comme couleur la valeur qui est actuellement sélectionnée dans le panneau de contrôle de Quick Settings. Et je peux faire la même chose pour un deuxième paramètre. Je vais dupliquer la ligne. Donc, ce deuxième paramètre-là, ce sera l'intensité, intensity. Et cette fois-là, au lieu d'aller chercher la couleur, ben, je vais aller chercher la valeur du contrôle qu'on a appelé intensité. Et à cette étape, si on est chanceux, notre LED devrait s'allumer et elle devrait être blanche. Donc, je vous invite à tester le tout. Donc, comme vous pouvez le voir à la caméra, la LED est allumée, elle est effectivement blanche. Vous allez devoir me croire sur parole parce que le blanc est un peu bleuté. C'est dû au modèle de LED qu'on utilise. Un peu comme l'éclairage LED, on peut l'avoir en plus jaunâtre ou plus bleuté ou plus neutre. Ben, c'est la même chose avec ce genre de module-là. Donc, à la base, la couleur qu'on obtient, c'est un blanc bleuté. Mais normalement, vous devriez la voir s'allumer. Évidemment, vous devriez aussi voir à l'écran le panneau de Quick Settings, dont le premier contrôle est l'intensité. Et si vous jouez avec l'intensité, ben, normalement, la lumière devrait varier proportionnellement. Donc, à sa pleine puissance, c'est quand même relativement puissant. C'est pour ça que tantôt, je l'avais laissé à, ou je l'avais mis par défaut à 15% pour pas que ça soit trop agressant. Maintenant, notre panneau a aussi un contrôle pour la couleur. Donc, si vous cliquez là-dessus, vous allez voir apparaître un petit contrôle de ce type-là. Donc, si vous êtes sur Mac, ça aura l'air de ça. Si vous êtes sur Windows, le panneau est un peu différent, mais c'est le même principe. Et vous allez pouvoir vous promener là-dedans et changer la couleur de votre LED. Donc, si je viens vers le rouge complètement, ben, comme vous pouvez voir, la LED est rouge. C'est peut-être difficile à voir à la caméra, mais à la maison, vous allez certainement bien le voir. Je vais peut-être même baisser encore un peu l'intensité pour que ça soit plus évident à la caméra. Donc, je ne sais pas si c'est plus clair maintenant, mais c'est bel et bien rouge. Si je m'en vais vers le bleu, ça devient bleu. Si je m'en vais vers le vert, ça devient vert. Le jaune, des fois, est un petit peu verdâtre, donc c'est plus difficile. Il y a certaines couleurs qui sont plus faciles à reproduire, d'autres où ça semble un peu plus compliqué. Donc, trouver du orange, c'est délicat, c'est vraiment entre les deux. Évidemment, les couleurs les plus faciles sont le rouge, le vert et le bleu, parce que les LED de base sont de ces trois couleurs-là. Donc, le module qu'on a, c'est un module relativement simple et abordable. Ce n'est pas le plus performant. Donc, les couleurs sont un peu approximatives, mais vous voyez qu'on est capable de relativement bien contrôler la couleur. Bon, donc ça fonctionne bien pour cette étape-là. Je reviens au code. Comme l'exercice était relativement simple, je me suis dit peut-être qu'on pourrait ajouter un petit quelque chose de spécial. Et ce que je vous propose, c'est qu'on puisse piger la couleur dans une image et que cette couleur-là se reflète sur la LED. Donc, ce n'est pas quelque chose de particulièrement compliqué, mais il y a quand même quelques petits détails pour y arriver. Donc, pour faire ça, je vous propose qu'on affiche tout d'abord à l'écran l'image qu'on va vouloir utiliser. L'image en question est dans le dossier ressources. Elle s'appelle bal au pluriel .png.
Donc, évidemment, ce que ça signifie si on ne l'a pas encore fait, c'est de l'ajouter dans le manifeste, parce qu'on veut charger cette image-là. Donc, je vous disais tantôt que notre manifeste, pour l'instant, il est vide. Vous vous souvenez que pour charger des éléments, il faut ajouter une liste. Oups, il me manque une accolade. Non, pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Celle-là. Voilà. Donc, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Comme ça. Donc, le manifeste contient une liste d'objets. Donc, on reconnaît aux accolades que c'est un objet. Les objets contiennent essentiellement deux propriétés. Un ID pour pouvoir récupérer l'image après son chargement et une source pour que le chargeur puisse trouver le fichier. Éventuellement, on pourrait rajouter la propriété type qu'on va utiliser, par exemple, pour les polices de caractère ou autres éléments du genre. Donc, dans notre cas, il n'y aura qu'un seul élément à charger. Je vous invite à l'ajouter. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement afficher cette image-là à l'écran. C'est peut-être utile de mentionner que l'image fait 800 pixels par 600 pixels et que la fenêtre qu'on va ouvrir a aussi été paramétrée à cette même grosseur-là. Donc, l'image va remplir la totalité de la fenêtre. Donc, pour ajouter une image à notre stage, je pense qu'à cette étape-ci, vous vous souvenez comment. Donc, j'y vais relativement rapidement. On a besoin d'un bitmap. Par contre, n'oubliez pas qu'on est dans Create.js et donc on doit mettre le namespace devant. Et le bitmap en question, c'est lequel? Ben, c'est le nom qu'on a choisi ici. Donc, image, tout simplement. Donc, dans ce cas-ci, ce que ça présume, c'est d'aller dans notre chargeur, d'utiliser la méthode getResult, et de passer le nom de ce qu'on veut récupérer, c'est-à-dire tout simplement image. Ensuite, on va vouloir l'ajouter sur le stage. Add child, je pense que cette étape-ci, vous connaissez. Et normalement, en faisant ça, on devrait voir l'image à l'écran. On va l'essayer juste pour être certain qu'il n'y a pas eu de problème. Donc, vous avez vu, ça a pris un certain temps. Ce temps-là, c'est quoi? Ben, entre autres, c'est le temps de l'initialisation de Johnny 5, qui prend quelques secondes avant d'apparaître. Mais vous voyez, notre image de balle est à l'écran. Donc, l'idée, c'est quoi? Ben, c'est de faire en sorte que quand on survole l'image, qu'on aille chercher la couleur du pixel en dessous de la souris et qu'on utilise cette couleur-là comme valeur pour la couleur de notre DEL RVB. Donc, comment on peut faire ça? Il n'y a pas de mécanique nécessairement prévue pour quelque chose dans ce genre-là dans Create.js. Donc, on va devoir se servir de ce qu'on connaît aussi en HTML. On en avait parlé dans un laboratoire précédent. Il y a dans les objets bitmap un certain nombre de propriétés qui peuvent être utiles dépendamment de ce qu'on souhaite faire. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par aller voir en faisant un console log, c'est quoi les propriétés qui sont disponibles dans notre objet bitmap, celui qui a été créé. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qu'on pourrait utiliser pour aller extraire la couleur des pixels individuels? Donc, je redémarre le projet. Et vous voyez, j'ai ici mon objet qui est apparu, donc mon objet bitmap. Et il y a là-dedans un certain nombre de choses. Une référence vers le stage, et bon, la valeur de transparence, et ainsi de suite. Je vois ici que il y a une propriété cache Canva. Donc, quand on met notre bitmap en cache, ou qu'en fait, quand on met n'importe quel élément en cache, souvent, on va mettre en cache un élément vectoriel pour qu'il puisse être affiché sur StageGL. On a déjà discuté de ça. Donc, la clé ici, ça va être effectivement cette propriété-là. Parce que dans
le standard HTML, il y a quelque chose de prévu pour récupérer la couleur d'un pixel sur un canevas. Et si on était capable d'avoir un canevas dans lequel notre image est présente, ben on serait capable d'aller chercher le image data, c'est ce qui est utilisé comme terminologie, pour récupérer la couleur des pixels. Si on vient voir et qu'on fait une petite recherche, puis là, ben, honnêtement, il fallait le savoir. J'ai moi-même dû chercher un petit peu pour savoir comment on pouvait récupérer la valeur d'un pixel, mais il y a un truc qui s'appelle Get Image Data sur les objets Canva. En fait, plus spécifiquement, sur les contextes 2D des objets Canva. Donc, quand on vient voir cette méthode-là, Get Image Data, bien, on se rend compte que ça nous retourne un objet et qu'on peut spécifier que, en fait, l'objet qui est retourné renferme les informations sur une portion du Canva qu'on a sélectionné. La façon de sélectionner ça, c'est de dire, ben, moi, j'aimerais la portion qui commence à ce X et ce Y-là et qui a telle largeur et telle hauteur. Donc, nous, dans notre cas, si on met la position de la souris en X et en Y et qu'on met une largeur et une hauteur de 1 pixel, ben, on va avoir 1 pixel d'information. Donc, c'est la méthode que j'ai trouvée en cherchant un petit peu en ligne. Et pour faire ça, ben, il faut travailler avec le contexte. Dans un laboratoire précédent, plus tôt cette session-ci, on a déjà discuté du contexte. Donc, dans ce cas-ci, ben, on va essayer de l'utiliser pour pouvoir récupérer les données où se trouve la souris. Donc, comment on fait ça? Je reviens en WebStorm. Donc, ce qu'on a dit, c'est qu'on avait besoin du contexte, du Canva ou, bon, en fait, du Canva qui nous intéresse. En ce moment, on n'a pas de Canva, c'est-à-dire qu'on a le Canva de la scène, si on veut, mais on n'a pas de Canva pour notre image, mais on a vu en regardant tantôt l'objet bitmap qu'on pouvait peut-être en avoir un ici. Actuellement, il est à nul parce qu'effectivement, on n'a pas mis notre image en cache, c'était pas nécessaire, c'était déjà une image bitmap, donc il n'y avait pas vraiment besoin de faire ça, mais peut-être que, compte tenu du fait qu'on a besoin d'un Canva pour aller extraire les informations des pixels, ben, on pourrait la mettre en cache. Fait qu'on va commencer par cette étape-là. Donc, notre image, remontons un petit peu à l'endroit où on l'a créée, et on va la mettre en cache, tout simplement. Donc, si on l'a fait plusieurs fois, généralement, on le faisait avec des éléments vectoriels comme les shapes ou comme les polices de caractères, mais il n'y a rien qui nous empêche de mettre un bitmap en cache aussi. Et la façon de faire ça est la même que d'habitude. Donc, on spécifie une position de départ. Dans notre cas, on veut 0, 0. Donc, le coin en haut à gauche de l'image. Et on veut la pleine largeur et la pleine hauteur de l'image. Donc, image, point, pour avoir la largeur, getBounds.width. Et la même chose dans l'autre sens, pour avoir la hauteur. Donc ça va mettre en cache dans un canevas dédié à cette image-là, notre PNG de balle. On va regarder si ça change quelque chose dans les propriétés de l'objet. Ah, est-ce que j'ai enlevé le console log? Ah, j'ai enlevé le console log. Je vais le remettre parce que on va en avoir besoin. Donc, on redémarre. Donc, mon bitmap est ici. Et maintenant, si je viens voir Cache Canva, ben, je me rends compte qu'il y a là-dedans un Canva. Donc, en mettant un objet en cache, ben, ça nous crée, dans la propriété Cache Canva, un objet Canva qui est une copie de notre PNG, mais sous forme d'un Canva HTML. Le Canva n'est pas directement affiché sur la scène, il va être dessiné sur le stage GL, mais il est accessible quand même. Donc, si on a un Canva, ben, on va être capable de récupérer le contexte de ce Canva-là et ensuite d'aller récupérer les pixels ou le pixel sous la souris. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va ajouter ici une constante, appelons-la contexte.
Et on a dit tantôt que le canevas de l'image qui a été créé parce qu'on l'a mis en cache, pardon, se trouvait dans une propriété cache canvas. Et pour récupérer le contexte d'un canevas, ben on utilise getContext. On l'avait fait déjà auparavant dans un laboratoire. Là, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il faut lui demander un type de contexte. Dans notre cas, c'est une image bitmap en 2D, donc on va lui demander un contexte 2D. Ce que ça retourne comme information, cette chose-là, c'est un objet qui nous permet d'accéder aux pixels qui sont dessinés sur le canevas. En gros, c'est ce que ça fait. Maintenant, on va vouloir donc, comme je vous l'expliquais, ce qu'on souhaite faire, c'est de récupérer le pixel qui est dessous le curseur et d'aller voir c'est quoi les valeurs de rouge, de vert et de bleu dans ce pixel-là et d'utiliser ça pour changer la couleur de d'elle. Donc, pour faire ça, on a besoin d'un écouteur, c'est-à-dire d'un écouteur qui va nous renseigner sur où se trouve le, le curseur. En fait, on va surtout écouter le mouvement, si on veut, du curseur. Donc, il existe un événement qui s'appelle Stage Mouse Move dans Create.js, donc qui est déclenché par le stage. Ça ne fonctionne que sur le stage, cet événement-là, et qui nous permet de savoir en tout temps quel est le mouvement ou à quelle position, par exemple, se trouve le curseur. Donc, comme pour les autres écouteurs, on va lui passer une fonction à exécuter. Cette fonction-là reçoit l'événement qui vient de se déclencher, donc l'objet événement qu'on va placer dans la variable E, comme on a fait précédemment. Et on a des propriétés stage X et stage Y dans l'objet E qui nous permettent de savoir où se trouve le curseur. Maintenant, la clé, c'est d'aller dans notre contexte. Donc, le contexte, c'est ce qui nous permet d'accéder aux données du Canva et d'utiliser la méthode dont je vous parlais tantôt, pour lesquelles j'ai fait des petites recherches, qui s'appelle getImageData. Donc, getImageData, en gros, on lui donne des coordonnées et il nous retourne les données pour la zone qu'on a demandée. Dans notre cas, la zone qu'on veut, c'est tout simplement un pixel, celui qui est en dessous du curseur. Donc, ce qu'on peut lui dire, c'est prends la position X du curseur et sa position Y comme point de référence. Et plutôt que de lui donner une très grande largeur ou une très grande hauteur, on va lui dire de ne prendre qu'un seul pixel. Donc, autrement dit, il va prendre le pixel en dessous du curseur. GetImageData, donc ça retourne un objet. Peut-être qu'on peut, question de voir un peu comment tout ça fonctionne, on peut peut-être se l'afficher. Donc je vais juste le placer dans un console log comme ça pour que vous voyez ce que ça retourne. Et on va redémarrer. Donc, quand je survole, vous voyez qu'il y a un paquet de ces objets-là qui apparaissent. Pourquoi? Parce que Stage Mouse Move est déclenché à chaque fois que le curseur bouge au-dessus du stage. Donc, si on en prend un de ces objets-là, qu'est-ce qu'on a comme information? On a une propriété. En fait, il y a la grosseur. Là. Dans notre cas, c'est 1 pixel par 1 pixel, c'est ce qu'on avait demandé. Mais il y a surtout une propriété data qui va contenir les informations qui nous intéressent. Donc, la propriété en question va nous donner des informations sur la valeur de rouge, de vert, de bleu et
en dernière position de transparence. Donc, le dernier ici, ça serait l'équivalent de l'alpha. Pour s'en convaincre un peu, je vais survoler du bleu. Je ne sais pas si je suis capable. Attendez, je vais venir ici, je sors. Donc, les derniers devraient être du bleu. Et si on regarde, donc pas de rouge, un peu de vert, beaucoup de bleu. Donc, ça semble cohérent avec ce que je faisais. Et l'alpha est à 255, donc le pixel est opaque. Dans notre cas, l'alpha, on s'en fout un peu, mais les trois premiers paramètres sont ceux qui nous intéressent. Donc, comme on peut voir, à l'intérieur de l'objet qu'on a récupéré, il y a une propriété data qui contient cette information-là. Donc, c'est celle-là qu'on va utiliser. Donc, plutôt que d'utiliser l'objet directement, ben, on va aller dans sa propriété data, comme on vient de dire. Et, petite nouveauté, je vais vous parler rapidement des opérateurs de déconstruction qui existent en JavaScript. Donc, on a vu que dans la propriété data, si on retourne ici, on le voit bien, il y a une espèce de tableau avec 4 éléments. Et en JavaScript, on peut utiliser cette syntaxe-là quand on déclare des variables, c'est-à-dire de mettre un tableau et de lui dire, j'aimerais ça que les propriétés qui sont dans cette espèce de tableau-là soient déconstruites ou soient séparées en 4 éléments, donc en rouge, en vert, en bleu et en alpha. Et donc, il va automatiquement, comme cet élément-là contient 4 informations, les placer dans l'ordre, dans des variables qui s'appellent R, V, B et A. Donc, plutôt que d'avoir à le placer dans un tableau, puis là, après ça, dans le tableau, aller chercher chacun des trucs indépendamment, ben, ça nous permet en une ligne de placer les couleurs directement dans leur propre variable. Donc ça, c'est une nouveauté de ECMAScript 6, ES6 en JavaScript, qui est assez puissante et intéressante. Maintenant qu'on a notre rouge, notre vert, notre bleu et notre alpha, ben on va vouloir utiliser ça pour assigner la couleur de la del. Donc, del.color, on l'a utilisé tantôt. Et cette fois-ci, on pourrait utiliser la couleur hexadécimale, mais il faudrait travailler nos valeurs ici, parce que ce qu'il y a dans le rouge, dans le vert et dans le bleu, comme on l'a vu ici, ben, c'est un chiffre entre 0 et 255. Donc là, il faudrait faire la conversion entre ces chiffres-là qui sont décimaux et éventuellement les chiffres hexadécimaux, puis concaténer tout ça en une chaîne, ajouter le dièse devant, blablabla. Ça serait peut-être un petit peu pénible pour rien. Si vous vous souvenez tantôt, dans la documentation de Johnny Five, on a aussi vu qu'il y avait différentes façons de spécifier la couleur, et une de cette façon-là, c'était de passer un objet qui contient des propriétés red, green, voyons, j'ai de la misère, et blue. Donc en faisant ça, ben, on va pouvoir passer les trois chiffres individuellement, et ce sera beaucoup plus simple. Donc dans notre cas, ce qu'on veut assigner comme propriété de rouge, c'est ce qui a été placé dans la variable R, pour le vert dans la variable V, et pour le bleu dans la variable B. On va ignorer le A. On n'en a pas besoin dans notre cas de la transparence, puisque l'image, il n'y a pas de transparence à l'intérieur, mais on pourrait éventuellement l'utiliser. Donc, si on essaye ça, ce qu'on devrait être en mesure de faire, c'est de changer la couleur de la LED pour qu'elle corresponde à la couleur sous le curseur. Donc, on va faire un petit essai. Voilà. Et donc, si je me promène par-dessus les différentes couleurs, vous devriez voir la LED elle-même changer de couleur. Comme à la caméra, c'est un peu difficile, je vais encore une fois le baisser peut-être autour de ça ici. Je pense que c'est peut-être même encore un peu, peut-être plus facile de le voir. Donc si je suis sur du rouge, on va essayer de trouver du beau rouge, pas très convaincant comme rouge, dans ce coin-là, rouge, du bleu, on va aller voir du vert,
un petit peu aqua sur le mien, du mauve. Donc, ça se peut que ce soit un petit peu difficile à voir à la caméra, mais quand vous allez l'essayer à la maison, la correspondance est relativement bonne. C'est pas parfait, on se le cachera pas. En tout cas, dans mon cas, le jaune tire sur le vert. Le bleu, ça va relativement bien. Orange, c'est difficile. Rouge, ça fonctionne pas trop mal, mais ça dépend où on est. Euh, le bleu, généralement, c'est celui qui sort le mieux. Mais il faut faire attention. Si vous prenez cette zone-là de l'image ici, on voit clairement qu'il y a des artefacts de compression et que c'est pas du rouge pur. Donc, il faut faire attention aussi à ce qui se cache derrière les pixels. L'impression générale, c'est que c'est rouge, mais si on regarde attentivement, entre autres au niveau du reflet, ici, on voit qu'il y a du mauve dans le reflet ici. On dirait, par exemple, que ce rouge-là ici est un petit peu plus rouge. Donc, on va peut-être prendre celui-là en exemple. Voilà. Donc, ça fait le tour de cette fonctionnalité-là. Je voulais simplement rajouter deux petits détails avant de vous laisser aller. Le premier, ça concerne notre petit panneau de contrôle. Donc, c'est possible, j'en avais glissé rapidement un indice dans une vidéo précédente, mais c'est possible d'ajouter une touche qui va nous permettre de masquer ou de révéler le panneau de contrôle en utilisant cette key. Et en mettant, par exemple, la touche P pour paramètres. Donc, en faisant ça, votre projet va pouvoir être plein écran sans aucun contrôle qui apparaît ou vous pourrez l'afficher quand vous en aurez besoin. Donc, par défaut, il est là, mais si je pèse sur la touche P, ben, le panneau disparaît et je pèse sur P pour le faire revenir. Donc, si vous voulez avoir un projet qui est plein écran, mais à l'occasion pouvoir faire quelques ajustements, ben, ça vous permet de le faire et pouf, on cache le panneau à nouveau pour revenir en plein écran sans aucun artefact de programmation. Le complément de ça, c'est la chose suivante, c'est que peut-être que ce serait une bonne idée de le cacher au départ plutôt que de l'afficher. Et donc, on peut utiliser Hide et Show pour cacher ou afficher le panneau. Donc, dans ce cas-ci, il va être masqué par défaut. Donc, si je redémarre, on va avoir notre image, mais pas de panneau. Si je pèse sur la touche P, le panneau revient. Donc, ça, c'est quelque chose qui est utile. Donc, souvent, on n'a pas besoin qu'il soit affiché, mais à l'occasion, quand on veut faire des ajustements, ben, on veut pouvoir ajuster un paramètre ou un autre en affichant le panneau. Je pense que je vous l'avais mentionné, mais il faut aussi le déplacer ou le minimiser en double-cliquant. Mais je pense que le plus efficace, c'est vraiment de pouvoir le masquer à l'aide du clavier. Alors voilà, ça fait le tour de ce Lab 11B. Vous êtes maintenant capable d'utiliser une LED RGB, de contrôler sa couleur, de contrôler son intensité. On a revu le panneau de contrôle avec Quick Settings, donc c'est aussi un outil qui est intéressant, particulièrement quand on fait des projets d'interactivité dans le monde réel où il faut ajuster certains paramètres comme les couleurs ou la sensibilité de la caméra ou un certain nombre de choses. Donc, c'est souvent utile d'avoir ça. Donc, on a revu ensemble quelques fonctionnalités à ce chapitre-là en ajoutant la capacité de le masquer ou de le contrôler par le clavier. Donc, c'est des choses que vous pourrez utiliser pour votre travail final. Et pour cette semaine, il ne vous reste que le Lab 11C. Le Lab est optionnel, mais je vous invite à le compléter, en particulier si vous êtes fan de musique. À la prochaine!